Marc, on va parler du code. C'est quoi ça le code? Ben, c'est des règles non écrites à respecter. C'est dans le monde du sport, au hockey. Si tu frappes en vedette, ben tu vas payer le prix. Est-ce qu'on a vraiment besoin de, en guillemets, passer un message dans ce contexte-là? La réponse est oui. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado Côte complet est présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball. Voici vos animateurs, Alain Huseau et Mark Griffin. C'est la fin du mois de juin et la mi-saison est déjà chose du passé, la saison 2025 dans le baseball majeur. Bienvenue à compte complet, Alain Huseau en compagnie de Mark Griffin. Marc, on va commencer par parler des Mets de New York. Quelle débandade, mon ami, avec un dossier de 3-13 au cours des 2 dernières semaines. La question n'est pas compliquée, Marc. Qu'est-ce qui arrive? Tu sais, Alain, lorsqu'on fait nos prédictions au début de saison, et on a parlé des Mets, depuis quelques années, on se dit, bon, c'est beau, ils ont tel joueur, ils sont allés chercher Juan Soto, ils ont déjà Francisco Lindor, mais la question qu'on pose souvent, c'est quoi? Est-ce qu'il va arriver quelque chose? Est-ce qu'il va y avoir pas un scandale, mais tu sais, quelque chose qui sort de l'ordinaire? Les Mets, ce sont les Mets. Hein? Bon. Et pourtant, il y a eu le réveil de Juan Soto dans cette séquence-là. Pete Alonso, bon, ralentit un petit peu, mais produit des points. Puis là, tu regardes ça et tu te dis, mais comment on a fait pour perdre? Tu sais, dans les écoutes au cours des deux dernières semaines, ça a été extrêmement difficile. Là, la pression monte. Parce qu'on sait qu'à New York, lorsque on dépense autant d'argent, les attentes sont élevées. On gagne en équipe, on perd en équipe, Alain. Et là, on perd en équipe là, du côté des Mets. Oui, écoute, on a eu un très bon début de saison, malgré que Soto frappait pas. Alonso, Marc Rousseau qui avait un courage des sentiers, il rentrait, tout ça. Là, Soto s'est remis à frapper. Bon, je sais pas de... C'est juste que ça... C'est quand même bizarre un peu de la façon que ça fonctionne, alors que tu construis ton équipe autour d'un gars et au moment où il va bien, l'équipe se met à perdre. Puis je fais pas de corrélation entre les deux, je te dis juste que ça tombe quand même mal. Ça tombe mal, puis on a affronté de bonnes équipes. C'est pas une excuse, mais on a marqué. Je regarde à la série, par exemple, lorsque ça a commencé, là, cette mauvaise séquence contre les Rays. On a marqué, 9 points en 3 matchs. Ça semble insuffisant. On s'en va contre les Braves à Atlanta. On marque un grand total de 5 points en 3 matchs. Tu sais, je veux dire, là, après ça, on s'en va jouer contre les Phillies. On en perd 2 sur 3. Dans les 2 défaites, on marque un total de 3 points, alors que la victoire, on pensait que ça allait débloquer, on en marque 11. Et là, on s'en va à nouveau contre les Braves, puis là, on en perd 2 sur 4. En fait, mais dans les défaites, on marque pas beaucoup de points. Et là, tu regardes à la série face aux Pirates. Oui, les Pirates ont marqué une tonne de points, mais les Mets ont marqué un grand total de 4 points en 3 matchs. Fait que, je veux dire, lorsque tu as un Lindor, tu as un Soto, t'as un Pete Alonso, tu sais, tu veux dire, tu as une formation. Il faut que tu marques des points, Alain. Il faut que tu marques des points, puis l'attaque s'est tue carrément là, durant cette mauvaise séquence. Puis, ironiquement, comme tu le dis, c'est le réveil de Juan Soto, mais là, on ne travaille pas en équipe. C'est comme si on va frapper, mais de façon individuelle. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne suit pas à la situation, on s'élance comme on s'élance, puis peu importe qui est un coureur au 3e, si c'est le premier frappeur de la manche. Et là, on tombe dans les mauvaises passes, puis là, tu le sais, c'est un cercle vicieux, là, commence à douter, tu te doutes, voyons, ça va pas bien, qu'est-ce qu'on fait? Là, tu essaies d'en faire trop. Tu sais, je veux dire, c'est le cas classique là, de ce qui se passe avec les Mets. C'est juste que là, ça tombe dans un moment où là, ça s'étire. Et tu arrives à la pause du match des étoiles. Tu ne veux pas arriver à la pause du match des étoiles dans une mauvaise séquence parce que là, tu vas te dire, on va se reprendre dans la deuxième moitié ou après le match des étoiles, mais
c'est que ça tombe mentalement, ça devient difficile, ça devient lourd. Et écoute, il y a de la pression. Il y a de la pression parce que pendant ce temps-là, les Phillies, oups, ont passé devant. Marc, il y a des circonstances atténuantes. Au troisième but, Marc Vientos commençait à bien frapper, il se retrouve blessé. Une blessure à un pied aussi à Francisco Lindor. On a vu le match la semaine passée contre les Braves d'Atlanta. En défense, ça paraissait pas. Est-ce que ça affecte plus un gars à l'attaque, blessure à un pied comme ça, que, écoute, tu te déplaces, et de la façon dont on l'a vu se déplacer, il n'y avait pas de l'air, ça n'avait pas de l'air à l'ennuyer, mais est-ce que ça se pourrait qu'à l'attaque, ben, ça l'ait un peu débalancé en cours de route? Ben, toute blessure, Alain, va nuire, mais surtout les blessures aux jambes, pieds, jambes, là, parce que tout part du sol vers le haut. Autrement dit, ta puissance, la façon, le contrôle que tu as en attaque, tout commence avec les jambes. Donc, du sol vers le haut. Alors, parce que tu compenses tout le temps lorsque tu es blessé, Alain. Fait que si tu es blessé au pied gauche, ben, tu vas compenser un petit peu. Alors, ton poids n'est pas parfaitement balancé comme il devrait. Tu as mal à une jambe, et en plus, lui, il est frappeur ambidex, fait que ça se peut qu'il compense d'une jambe d'un côté, puis il compense de la même jambe, mais c'est pas du même côté, tu comprends? Fait que là, il est toujours en train d'essayer de trouver une zone de confort. Puis pendant ce temps-là, il y a des lancers qui s'en viennent, là. Puis là, il faut que tu frappes, il y a des présences au bâton. Fait que, oui, une blessure, surtout au bas du corps, va nuire à un frappeur, assurément. Là, tu vas me dire, il tient le bâton avec ses mains, s'il a mal au poignet, c'est clair que ça va déranger, mais davantage, je vous dirais que c'est tellement important d'être dans tes jambes, d'être vraiment là, solide. Alors, oui, Alain, ça peut être un aspect extraordinaire, dangereux même à ce niveau-là. Mais son gars a été très, très bon, ceci étant dit, là, dans le cas de Francisco Lindor, là, ça n'a pas nuit du tout à son côté défensif. Là. Oui, puis Alvarez aussi, Marc, qui devait donner un petit peu d'attaque derrière le marbre. Regarde, il est en train de se refaire au niveau mineur, surtout défensif. Peut-être dans son attitude aussi, Marc, il y a des choses à améliorer de son côté. Enfin, on s'est donné un bon petit coussin. On n'est pas loin de la première place. Il n'y a pas lieu de paniquer. Non. Mais c'est une séquence de 2 semaines quand même là, qui est pas agréable là, pour les Mets et ses partisans. Là. Ça, c'est clair. Marc, on va commencer à parler, là, la mi-saison est finie. Puis je veux te parler de 2 équipes là, pour qui les attentes étaient pas mal plus élevées. On parle des Braves d'Atlanta et les Orioles de Baltimore. Les deux jouent même pas pour 500. C'est même pas proche d'une fiche de 500. Je pense à nos pires cauchemars, on ne s'attendait pas à être dans une situation comme celle-là. Tu as parlé beaucoup des Orioles, du fait qu'on n'avait pas bougé. Puis en fait, la tenue des lanceurs partants, Marc, c'est parmi les pires de tout le baseball majeur, là. C'est pas compliqué de ce côté-là. Mais il y a des gars à l'attaque qui n'ont pas produit au niveau attendu. Ça aussi, je pense qu'il faut le reconnaître. C'est 2 situations différentes, j'ai l'impression, Marc. Du côté des Braves d'Atlanta, c'est une équipe qui est un peu plus aguerrie. On a pas mal le même noyau qu'on avait quand on a gagné la Série mondiale. Est-ce qu'on est déjà dans une situation de vendeur? Puis si on se pose la question déjà à ce stade-ci, Marc, on revient et tu as écrit un texte là-dessus sur les tendances à mi-saison, comment c'est extrêmement difficile de retourner la situation de côté après 81 matchs. Ben, écoute, Alain, c'est clair que là, longtemps dans le baseball, on se dit, ben, il y a du temps, on va se reprendre, il reste beaucoup de baseball à jouer, on est dans une mauvaise séquence, mais on va s'en sortir. Alors que, puis Alain, je ne suis pas allé bien loin, là, à partir de 2022, 2023, 2024, j'ai juste regardé les tendances des dernières années, là, et c'est clair que si tu es... en fait, ce qui est assez évident, c'est que le classement ne changera pas tant que ça. C'est souvent, là, et si on regarde par ligue, là, il y a 6 équipes maintenant par ligue qui font les séries. Tu regardes ton classement de mi-saison, tu regardes ton classement de fin de saison, puis c'est 5 sur 6 qui sont en série à la mi-saison, qui vont faire les séries en fin de saison. Ça, c'est au cours des 3 dernières années. Puis on a jasé au cours de notre match de dimanche soir, puis tu me disais, Max, c'est une tendance, là, si on avait tiré ça pendant les 10 dernières années, et plus, c'est probablement la même chose. Donc, je me répète, là, ce qu'on se disait, là, les victoires du mois d'avril sont aussi importantes que les victoires que tu vas avoir au mois d'août, au mois de septembre. Ceci étant dit, Alain, pour répondre à ta question,
Oui, c'est vrai qu'on est c'est deux équipes à des endroits différents. La pente me semble très, très, très abrupte pour ces deux équipes-là, pour revenir dans la course. Alors, effectivement, il y a une décision à prendre organisationnelle. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si les Orioles n'ont pas bougé durant l'hiver pour se donner un peu plus, parce que, bon, on avait un réseau de filiales rempli. Je pense qu'il y avait des joueurs qui avaient une très, très belle valeur dans ce réseau-là. Ouais. On n'a pas bougé, Alain. Qu'est-ce qui va me laisser croire qu'on va bouger maintenant, qu'on est dans une situation où tout le monde te voit arriver, là? Et tout le monde te voit arriver avec ta mauvaise saison, puis bon. Fait que moi, je m'attends pas à ce que Baltimore bouge tant que ça. On va se dire, écoute, c'est une mauvaise année, on va se reprendre. Mais Atlanta, ça pourrait être différent. Il y a tout, tu sais, la majorité des gars sont signés à long terme. Mais je pense pas qu'Alex Antopoulos va vouloir regarder la saison, laisser aller la saison comme ça en se disant, bon, ben, regarde, ça marche pas cette année. On va réagir. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on réagit rapidement pour essayer de redresser? Parce que s'il y a une équipe au cours des dernières années qui a surpris, c'était bien les Braves d'Atlanta. Ce sont bien les Braves d'Atlanta. Ou est-ce qu'on garde le focus sur ce qu'on a actuellement, puis que là, on évaluera à une semaine de la date limite pour dire, ben là, finalement, on se retrouve dans une situation où si on peut aller chercher quelque chose pour un Marcell Ozuna, par exemple. Il y a pas, bon, ça peut être des lanceurs, sauf qu'il y a des jeunes lanceurs. Est-ce qu'un Chris Sale, qui avance en âge pourrait être éventuellement quelqu'un qui pourrait être utilisé à ce niveau-là? Bon, on verra bien, là, mais chose certaine, Atlanta va bouger davantage que Baltimore. Du côté de Baltimore, il y a un nom. Chez les joueurs de position, Marc, qui pourrait être vulnérable. Bon, il y a Ramon Laureano, à mon sens, pourrait partir. Mais parmi les réguliers, j'ai l'impression que Cedric Mullins, Marc, pourrait faire un petit tour ailleurs. Je ne sais pas ce que tu en penses. Et chez les lanceurs, Sugano pourrait être très intéressant, Marc. Il y a 35 ans. C'est un contrat d'1 an. Lui, il pourrait rapporter gros, j'ai l'impression, si jamais on décidait de bouger de ce côté. Oui, moi, je suis d'accord avec Mullins. Et on voit l'importance maintenant, Alain, des équipes qui donnent aux voitures de centre. Puis Mullins en donnait déjà, tu sais, un produit en attaque. Il est capable, évidemment, de produire. Fait que oui, ce sont des noms qui peuvent bouger à ce niveau-là. Puis tout vétéran, effectivement, de 34, 35 ans, qui n'a pas un lourd contrat, devient alléchant pour même l'équipe qui va aller le chercher. Parce que, bon... Alors, c'est sûr qu'il y a des noms qu'on va entendre assurément d'ici la date limite des transactions. Bien d'accord avec toi. Oui. Boston-Arizona, Marc. Il arrive quoi de ces deux côtés-là? On est à peu près à 500. Boston, Breslow a mis la barre haute envers les jeunes. On va en gagner plus sans Raphaël Devers qu'avec lui. Ouais. Bon. Ça veut dire qu'on n'est pas vendeur si on suit la logique de Craig Breslow. Exact. Bon, regarde, en ce moment, là, en début de semaine, Boston était à 3 matchs d'une place en série. Par contre, il y a 1, 2, 3, 4, 5 équipes devant les Red Sox. C'est une lourde tâche, mais c'est pas impossible. Ouais. Du côté des Diamondbacks, on est à 5 matchs avec autant d'équipes. Ouais. C'est pour ça que on est à mi-saison, puis là, il en reste encore, évidemment, quelques matchs avant la pause du match des étoiles. Écoute, Alain, il va falloir se positionner. Je veux dire, ça reste assez évident à ce niveau-là, mais Boston, je pense qu'on a l'équipe qu'on veut avec les jeunes. Est-ce on a un vétéran ou deux qu'on pourrait échanger? Qu'est-ce qui va arriver avec Alex Bregman? Moi, je vous dirais que c'est à peu près ça là, est-ce qu'il fait partie encore? On sait qu'il c'est un contrat de 3 ans, mais à chaque année, il peut sortir de son contrat. Là. Je sais pas. Moi, j'ai l'impression. Tu sais, Boston est un énigme pour moi, Alain. Tu le sais, depuis qu'on en parle, on ne sait pas trop ce qui se passe en haut. On sait pas. Je pense qu'on se répète un peu, mais tu sais, il n'y a comme pas de synergie entre en haut, puis la direction baseball, puis le personnel baseball sur le terrain, puis des fois, la communication ne se rend pas aux joueurs. Très, très difficile. Alors que les Diamondbacks, on a encore investi cette année. C'est pas la première fois. Là, on a investi sur des
L'année dernière, c'est Montgomery. Là, cette année, c'est Corbin Burns. Là, ça fonctionne pas. On dépense quand même pas mal d'argent. Est-ce qu'on va vouloir alléger notre aspect financier à la date limite des transactions? Ça ne serait pas impossible du côté des Diamondbacks. Oui, écoute, il y a des joueurs qui pourraient partir. Le nom de Suarez est soulevé, Marc. On sait qu'à certains endroits, il peut y avoir une pénurie de troisième but. Chez les Yankees, écoute, le retour de LeMahieu semble avoir stabilisé le tout. On a Chisholm qui va très bien au troisième, LeMahieu au deuxième. Est-ce que les Blue Jays de Toronto pourraient être tentés par un gars comme Suarez? Parce que c'est bien beau, Ernie Clement, Marc. T'as quelqu'un qui... Parce qu'on a... Tu sais, la puissance qu'on voulait de Santander, on l'a pas eu. On n'a pas eu de production de sa part. Barger joue au champ droit, joue au troisième but. Est-ce qu'un gars comme Suarez pourrait aider les Blue Jays? La réponse est oui, assurément. Tu viendrais aussi protéger davantage effectivement ce que Santander devait faire, mais protéger Vlad un petit peu plus à ce niveau-là. C'est pas fou du tout comme idée. Par contre, bon, effectivement, Suarez a un bon salaire. Est-ce qu'on en donne un petit peu plus pour pas payer son salaire ou un petit peu moins pour que les Diamondbacks, en paient une partie, mais ça c'est vraiment... ça pourrait vraiment stabiliser une attaque du côté des Blue Jays qui va quand même bien, faut-il le dire, là, mais qui... en termes de puissance, le gros coup là, qui fait mal à l'adversaire, on l'a un petit peu moins souvent. On joue beaucoup de matchs serrés du côté des Blue Jays de Toronto. Et Clement fait effectivement un bon travail, mais est-ce que le fait qu'il joue tous les jours, on l'a exposé un petit peu plus? Il était sur une très, très bonne séquence là, actuellement. Mais c'est sûr que ce sont des noms intéressants parce que, tu l'as dit, le poste de troisième but, il y a quelques équipes qui en cherchent, là. Ça, c'est clair. Oui. Ben, ce sera intéressant à suivre, Marc. Puis vite, regarde, il y a une multitude d'équipes probablement qui vont être vendeurs. Je pense aux équipes de la centrale américaine, là, où on a glissé dangereusement. Je pense Minnesota, Kansas City également qui a glissé, Cleveland qui a glissé. Dans le cas de Cleveland, c'était presque prévisible. Donc, il pourrait y avoir quelques équipes comme ça là, qui se mettent dans la position des vendeurs. Là. Moi, je pense que ça va bouger pas mal, Alain. J'ai l'impression que ça pourrait être un marché qui va bouger pas mal parce qu'on est en train, effectivement, de séparer les équipes qui vont vendre, celles qui vont acheter. Puis là, j'ai l'impression que ça pourrait donner droit à quelques transactions quand même intéressantes. Certainement à suivre là, dans les prochaines semaines. Mais pour ça que les matchs tout juste avant la pause du match des étoiles deviennent doublement importants pour voir, pour vraiment là, positionner les équipes dans le marché. Oui. Ben, ça nous amène à la question de la semaine présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. Je vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Ben, en fait, quelle équipe pourrait retourner la situation en deuxième moitié, un peu comme les Tigers l'ont fait l'année passée, même si ça avait été tardif dans le cas des Yankees à partir du mois d'août? On vous invite à envoyer vos commentaires sur cette question sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado. Aussi, vous pouvez vous diriger directement sur notre site internet, comptecomplet.com. Amateur de baseball, viens vivre l'expérience des capitales au Stade Canac. Du baseball professionnel, une ambiance électrique, le tout dans un stade de baseball mythique au cœur de Québec. Billets sur capitaledequebec.com. Alain, je prends quelques instants pour souligner nos principaux partenaires, évidemment. Le plan de match, 2 boutiques, une à Jonquière, l'autre à Boucherville. À Boucherville, cache de frappeur, évidemment, cours privé, tout le matériel dont vous avez besoin. Allez sur la boutique en ligne également de plan de match. Et je salue les Capitales de Québec aussi, partenaire principal de notre balado. D'ailleurs, les Capitales qui, dimanche, ont gagné via un grand chelem de tout à fait exceptionnel pour gagner. Là, ce qu'on appelle un walk-off, Alain, qu'on n'a pas trouvé une traduction encore superbe en français, mais bon, de Marc-Antoine Lebreu. Donc, vraiment, les Capitales qui vont encore très, très bien. Alors, j'invite les gens qui veulent aller voir du très bon baseball professionnel. Il y en a partout en province. Il y en a à Trois-Rivières. Il y en a aussi à Ottawa et évidemment à Québec, les Capitales avec leur magnifique terrasse également. Donc, je vous y invite. Marc, on va revenir sur la semaine des Blue Jays de Toronto. C'est peut-être la meilleure équipe du baseball majeur au cours du dernier mois. 19-10
l'affiche. On a gagné nos 2 séries. C'est pas que c'est hyper spectaculaire, Marc, mais on fait ce qu'on a à faire présentement chez les Blue Jays de Toronto. Oui, puis moi, j'ai aimé le fait qu'on a perdu une série plate contre les White Sox à domicile. Puis là, on se dit, est-ce que les Blue Jays retournent dans leurs moins mauvaises habitudes? Alors que là, on a rebondi avec effectivement 2 victoires, deux séries victorieuses à l'étranger, à Cleveland et à Boston. Donc, 2 équipes aussi qui, rivalisent avec les Blue Jays, non seulement dans l'Est avec les Red Sox, mais aussi parmi les équipes repêchées. Et tu l'as bien dit, on fait ce qu'on a à faire du côté des Blue Jays. Nos lanceurs nous en donnent juste assez. Des fois, Gausman a été très, très bon lors du dernier voyage. Hoffman semble être Alain a été très convaincant là, au cours de ces quelques dernières sorties. Mais moi, je te dis, là, l'énergie des gars comme Barger, encore un circuit dans le match de dimanche pour Barger. Il y a des gars qui jouent. Tu sais, Nathan Locus, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est qu'il en frappe des gros coups sûrs cette année du côté des Blue Jays. On a parlé d'Ernie Clement tantôt qui, bon an, mal an, fait son travail, va chercher son gros coup sûr. On entend moins parler de Beau Bichette, mais c'est bon, parce que si tu n'entends pas parler de ces gars-là, c'est parce qu'ils t'en donnent. Ils donnent le rendement qu'ils sont supposés te donner. Moi, j'aime ce que je vois parce qu'il y a quand même, on a parlé de Santander, puis des gars comme Varsho qui sont blessés, qu'on les voit pas, mais à un moment donné, ces gars-là vont réapparaître. Ça peut donner aussi un bon coup de main à cette équipe-là. Là. En vue de la période de transaction, le besoin principal des Blue Jays, on a parlé de Suarez tantôt, c'est quoi? Un peu de punch à l'attaque, je parle de puissance vraiment, pour ça je parlais de Suarez, ou encore un lanceur partant de plus. Là, on a nos 3 premiers partants. Après ça, tu sais, Scherzer va tomber quand? On le sait pas. Eric Lauer, c'est une belle surprise. Là, ce sont les partants 4 et 5. Mais est-ce que tu voudrais avoir quelqu'un de plus? Est-ce que ce quelqu'un de plus, on l'a déjà dans l'organisation? Et là, je fais référence à Ariel Rodriguez, qui a de plus en plus de responsabilités. Là, maintenant que Eric Swanson ne fait plus partie de l'organisation, là, c'est pas lui qui va lancer la 8e, ça c'est clair. Jimmy Garcia s'en vient. Bref, ce serait quoi ta priorité? Je te mets dans les bottines là, de Ross Atkins, là. Ben, écoute, on va la mettre dans le désordre pour l'instant. Tu as raison. Moi, si Santander revenait au jeu puis commençait à frapper un peu la longue balle, je vous dirais, on va régler un problème à ce niveau-là. Mais j'aimerais ça voir un petit peu plus de longue balle du côté des Jays à ce niveau-là. Mais c'est sûr que c'est au monticule, selon moi, que ça se passe. Bon, tu as parlé de Garcia. Lui, s'il revient en santé comme il lançait depuis... comme il en est capable, en fait, ça va vraiment aider la courte relève. Il y a quand même eu des belles surprises aussi en courte relève. Puis, je vais te dire, là, l'utilisation des releveurs, je trouve qu'on s'est amélioré du côté des Blue Jays. Longtemps, ça a été la critique de John Schneider et de son équipe, là. Mais je trouve qu'on a quand même réussi à... C'est pas parfait, là, mais qu'on a réussi à... Moi, ce que j'aime, Alain, pour un releveur, évidemment, là, les situations ne sont pas toujours comme ça, mais c'est d'amener un releveur dans une situation où il y a une marge de manœuvre. Tu amènes un releveur avec les buts remplis, là. Tu ne donnes pas beaucoup de marge de manœuvre à ton releveur, mais si t'es mince à la ligne en disant, bon, je l'enlève quand mon partant, je l'amène quand mon releveur, ou que mon releveur, de toute évidence, il l'a pas, bon, je suis obligé de le garder pendant 3 frappeurs, mais c'est pas facile à gérer toujours, mais il y a quand même des améliorations qu'on peut faire à ce niveau-là. Puis je trouve que l'utilisation des releveurs est nettement meilleure du côté des Blue Jays, puis ça paraît. Alors, je suis convaincu, Marc, tu fais référence surtout à l'utilisation des gauchers, hein? Hein? Alors, tu sais, c'est sûr que toutes les équipes qui vont être en série vont aller chercher, on va avoir besoin d'aide en relève. On a vu l'importance des releveurs en série. Et idéalement, d'avoir des rôles, ça, c'est toujours rassurant pour des lanceurs. C'est toujours mieux d'avoir des rôles un petit peu plus précis. C'est sûr que si Bowden Francis avait été aussi bon que par les années passées, on ne parlerait peut-être pas d'un problème au niveau du monticule compte tenu de quelques surprises qu'on a, là, mais on est là. Si tu avais à... C'est sûr que si tu peux aller chercher un Suarez
pour pas trop cher. Et quand je dis pas trop cher, là, je parle en termes de joueurs, là, pas en termes de salaire. Ça serait vraiment quelque chose de très, très bien. Mais d'avoir ce bras de plus-là, parce que tu as parlé de Scherzer, moi aussi, j'irais chercher une roue de secours, là, parce que s'il tombe au combat encore, ben là, tu redeviens un petit peu plus vulnérable à ce niveau-là. Marc, parle-moi donc des Marlins. Ils n'en ont pas perdu une au cours de la fin de semaine. On joue de la bonne balle. Les Marlins sont devant les Nationals de Washington au moment où on se parle, puis ils partent 3 en match. En fait, ils sont plus proches des Braves d'Atlanta que des Nationals de Washington. C'est pas compliqué. Ils me surprennent. Honnêtement, moi, je m'attendais à une saison du côté des Marlins plus proche de ce que les White Sox ont fait l'année passée. Pas compliqué. Puis je veux juste dire que le meneur pour le WAR au sein de l'équipe, c'est Otto Lopez. Ben, Otto Lopez, dans la séquence de 7 victoires, il a 15 points produits. Il fait partie vraiment des gars qui ont aidé la cause de son équipe et pas à peu près là, au cours de cette belle séquence-là. Tu sais, Alain, je vais jouer pour des équipes qu'on n'est pas supposé de gagner, là. Fait que t'as comme ce couteau entre les dents de dire, OK, semble-t-il qu'on est mauvais. Donc, si, tu sais, puis les gars le prennent personnel, là. Puis à un moment donné, ben ça peut coller cette affaire-là. On dit, hey, on se regarde dans le vestiaire, puis on se dit un instant, là, tu sais, on est capable de gagner des matchs de balle. Ça vient des joueurs. J'enlève rien au gérant, là, j'enlève rien à la haute direction, mais souvent, ça vient des joueurs. Ça vient des joueurs qui se disent, hey, là, un instant, on se regarde, là, on est-tu capable de se donner, tu sais. Ils ont tout à gagner, évidemment, à agir de la sorte, parce que, ils vont améliorer leur sort, ça va améliorer leur valeur, mais il faut que tout le monde embarque dans le processus. Ouais. Là, tu vas me dire, les Rockies font pas ça. Ben, c'est peut-être plus difficile aussi du côté des Rockies. Ça te prend un minimum aussi, là, mais j'aime ce que je vois, puis Otto Lopez est en grande partie responsable de ça. Je suis tellement content pour lui. Ouais. Il a l'occasion de jouer, on le sait, là. C'est pas facile. Regardez la carrière il y a des carrières de joueurs qui, à un moment donné où tu te retrouves, puis tu penses que tu as ton poste régulier, puis whoops, tu sais, Édouard Julien, on pensait qu'il avait son poste régulier, puis c'est pas facile de garder. Alors, quand on a du succès comme Otto Lopez avec les Marlins, ben là, il faut que tu continues. C'est pas le temps de lever la pédale, on continue à fond jusqu'à le temps que ça va durer, mais c'est bon de voir ça, Alain. C'est toujours le bon de voir ces équipes-là qui ne devaient pas gagner être bien meilleur, c'est bon pour le baseball. Tu veux pas avoir 4 équipes, te retrouver avec 4 équipes qui n'ont pas 60 victoires cette année, là. Alors, je pense que le baseball est bien heureux de voir la situation des Marlins. Oui. Marc, on va parler du code. C'est quoi ça, le code? Ben, c'est des règles non écrites à respecter. C'est dans le monde du sport. Au hockey, si tu frappes en vedette, ben, tu vas payer le prix. Ce genre de truc-là. Puis au baseball, ben, on en a été témoin cette semaine. Dans la série entre Cleveland et Toronto, ça ne pouvait pas être plus clair. Vlad Guerrero, 2 fois atteint dans 2 matchs de suite. Je pense qu'il n'y avait pas d'intention dans aucune des occasions. Sauf que Kevin Gausman a pris des choses en main. Puis quand José Ramirez s'est retrouvé au bâton, ben regarde, il n'y avait pas d'équivoque. Écoute, moi j'exprime un doute quant à cette façon de faire. C'est accidentel. Je pense qu'on le sait, là. Est-ce qu'on a vraiment besoin de, entre guillemets, passer un message dans ce contexte-là? La réponse est oui. La réponse est oui, puis je vais là, tu parles au gars de baseball, OK? Oh oui, absolument. Alors là, tu as absolument raison, Cleveland ne voulait pas atteindre Vlad. Par contre, Cleveland peut lancer à l'intérieur contre Vlad. Puis là, oups, on a échappé 2. Là, le message, c'est de dire, regarde, vous voulez lancer à l'intérieur, là? Pas de problème, mais arrangez-vous pour ne pas atteindre notre gars, là, parce que nous, il est important. Là. Fait qu'il y a un message là-dedans. Tandis que Gausman, lui, puis je vais te dire une chose, quand Gausman est arrivé au monticule, Ramirez était le premier frappeur de la manche, bang, il l'a atteint, là. Hey, écoute, tu parlais des succès des Blue Jays, là, mais ça, là, vous allez dire, ouais, il y a un peu de violence, entre guillemets, là-dedans, là, mais ça rassemble une équipe. En voulant dire, hey, on va protéger notre Vlad, qui vaut 500 millions et plus maintenant, on va le protéger. Est-ce qu'il aurait pu... Bon, dans le cas de Gausman, il a lancé à la hauteur des hanches. Ouais. Alors, il n'a pas visé la tête, c'est un message.
Puis évidemment, malheureusement, dans le cas de Ramirez, c'est lui qui a mis un peu son avant-bras, puis c'est normal, tu veux te protéger, tu sais. Mais Alain, après ça, c'était terminé. Il n'y a plus d'autre chose, là. Les Cleveland, là, je vais dire, Cleveland a fait, OK, c'est correct, on a compris le message. C'est à peu près ça. Et si les arbitres interviennent, disent, ah, OK, un instant, toi, t'es dehors, puis avertissement, là, je vous dis, là, c'est la débandade après ça. La frustration qui rentre. Moi, je trouve qu'on a réglé ça sur le terrain, un peu à l'ancienne, mais on l'a réglé sur le terrain. Ouais. On n'a pas vidé la tête de personne. On a passé un message. Cleveland l'a compris. On passe à autre chose. Moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Les problèmes là-dedans, c'est vider la tête. Ça, c'est non, 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 jamais. Là. Et tu restes à la hauteur, évidemment, des hanches ou de la cuisse. Ça, si tu veux l'atteindre, tu peux lancer derrière aussi. Là. Tu sais, je veux dire, bon, ouais. Ça dépend du lanceur. Puis, il y a plein de choses là-dedans encore qui permettraient aux équipes de comprendre le message. Alors, Stephen Voigt, il fallait qu'il sorte, il fallait qu'il fasse ses affaires, puis c'est correct, puis il y avait un petit peu de frustration parce que c'est Ramirez, puis en plus, Ramirez a manqué un match à cause de ça. Mais moi, je pense que c'est correct que ça se règle demain. Personnellement, je trouve que, garde, il ne s'est rien passé après. Ça a réglé la chose. On n'a pas... ça n'a pas créé de situation qui aurait pu dégénérer après ça. Écoute, je vais te relancer et pour la dernière fois sur ce dossier-là. Tu sais qu'il y a des codes, des choses changent. La société change de façon générale. Se faire justice soi-même, Marc, est-ce que c'est encore une façon de faire? Tu l'as dit, à la vieille façon. Est-ce que c'est quelque chose qui doit demeurer? Moi, ce qui m'inquiète, pas qui m'inquiète, mais ce qui me dérange un peu, c'est qu'il n'y avait pas d'équivoque. Gausman l'a atteint intentionnellement. Tout le monde le savait. OK, on laisse ça comme ça. J'ai juste peur, où la ligne éventuellement quand tu veux prendre les choses en main. C'est juste ça, moi, qui pourrait m'inquiéter. Dans ce cas-là, ça s'est bien déroulé. Je te dis juste, c'est pas toujours aussi clair que ça. Non, mais tu sais, lorsque tu fais partie d'une équipe, il y a quelque chose de fort. Puis je vais te dire, là, tu sais, Gausman, là, je veux dire, il y en a vu d'autres. C'est un vétéran, puis moi, tu sais, puis pense à Greg Maddux. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire de Greg Maddux, mais Maddux venait d'être rappelé par les Cubs de Chicago, là, puis il y avait une situation où il y avait un message qui devait se passer, puis même les Cubs ont dit, hey, non, là, fais pas de message. Puis Maddux a quand même atteint le frappeur. On l'a même cédé aux ligues mineures à la suite de ça, mais le respect que Greg Maddux a gagné auprès de ses coéquipiers, c'était extraordinaire. D'ailleurs, les coéquipiers en parlent encore aujourd'hui. Ils disent, Maddux, c'est un vrai. Là. On savait que ce gars-là allait connaître la carrière. Donc, tu sais, il y a un peu de ça là-dedans, Alain, aussi. Là. Il y a un peu de ça. Gausman, c'est dit un instant. Non. J'ai la balle, je décide, puis je décide de faire ça. Ça vient pas de John Schneider, ça, en passant. Là. Ça n'a rien à voir. Là. Les gérants sont beaux s'engueuler. Il n'y a pas un gérant qui va aller voir, hey, là, il faut que tu passes le message. Tu as la balle, tu décides si tu passes le message ou non, puis c'est correct. Mais il y a une synergie importante. Puis écoute, je te le dis, Alain, là, renverse les rôles, là. Puis c'est la même réaction, là. Tu sais, les Jays le lancent 2 fois, atteignent 2 fois Ramirez. Ben, à un moment donné, Vlad va peut-être en avoir une pas loin. Ça va s'arrêter là. C'est... Alain, toi qui es un puriste... Je dis juste, les choses évoluent et c'est ça. Et de ce côté-là, ben oui, il y a une dynamique qui s'opère, il y a des choses qui se passent à l'intérieur qui font en sorte que... Puis Gausman, une autre chose, Marc, c'est qu'il a été fouetté par son gérant au cours de la semaine qui précédait. Hein? Son gérant, là, qui l'a dit, écoute, Gausman, il était vite quand il lance des prises, puis il lance pas des prises depuis quelques départs. Mais tout ça pour dire que le message dans tout ça était de dire, hey, vous voulez lancer à l'intérieur à Vlad, pas de problème, c'est votre affaire, c'est votre stratégie. Mais là, pouvez-vous lancer dans zone, là. Pouvez-vous lancer ça? Bon. Alors, c'est un peu ça. Alors, puis tu sais, Alain, je vais te dire une dernière chose là-dessus, là. Je sais qu'il manque de lanceurs, puis je sais qu'on développe des lanceurs qui lancent fort partout, c'est ce qu'on repêche. Mais ce que les frappeurs veulent, là, c'est que si tu arrives en haut, là, peux-tu maîtriser tes lancers? Tu sais, je vais te dire ça, là, c'est le plus gros message qu'on peut lancer. C'est que si vous voulez lancer à 100 000 à l'heure, c'est votre affaire, c'est correct, mais lancez ça dans une... rater à la hauteur de la tête, puis derrière, puis atteindre les gars tout le temps,
c'est ça qui dérange pas mal de plus en plus. Tu sais, c'est pas de lancer à l'intérieur. Tu peux lancer à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Là, mais c'est de contrôler un peu. C'est malheureux, mais c'est les gars des ligues mineures qui subissent. Moi, je me rappelle, là, genre, tu es au niveau 2A, là, puis les gars qui lancent à 100 000 à l'heure, mais tabarouette, et c'est pas trop ce qu'elle s'en va, là. C'est pas agréable du tout. Alors que tu veux, rendu en haut, que les gars sachent à peu près où la balle va, là. Oui. Ben écoute, Marc, ça se peut qu'on s'en reparle éventuellement. Est-ce que les choses vont avoir changé à ce moment-là? J'en doute beaucoup. C'est le temps de la carte de la semaine, qui est une présentation de carte-dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives. Plus de 60 000 articles en vente sur eBay avec une cote parfaite de satisfaction de 100%. C'est la semaine de la fête du Canada et on va porter notre dévolu sur Ron Taylor. Il est décédé, Marc, au cours du mois de juin et particulièrement dans la Ville-Reine, c'est une figure très connue dans le monde du baseball. Il a été médecin avec les Blue Jays de Toronto, mais surtout, il a connu une belle carrière dans le baseball majeur. Et 2 fois, il a gagné la Série mondiale. En 64 avec les Cards de Saint-Louis et en 69 avec les Mets de New York. Puis je veux juste souligner, Marc, sa carrière en série d'après-saison. En 64, il avait eu un sauvetage, c'était pas une statistique officielle, mais ça avait été le cas aujourd'hui. 4 manches sans donner de coup sûr aux Yankees de New York dans une victoire très importante dans le 4e match. Il n'avait pas accordé de points. Donc, un sauvetage de 4 manches pour Ron Taylor. Pas de points, pas de coup sûr. Et ça provoquait l'égalité 2-2 dans la série. Les Cards ont remporté cette série mondiale en 7 matchs. Et si je poursuis dans le cas de Ron Taylor, en 69, c'est lui qui a obtenu le dernier retrait de la conquête des Mets de New York contre les Orioles de Baltimore. Les Orioles qui étaient largement favoris. Et Taylor marque en série d'après-saison, en 10 manches et 1 tiers, d'accordé que 3 coups sûrs, aucun point. Puis la carte que vous voyez avec la casquette des Expos, il n'a jamais joué avec les Expos de Montréal, mais il avait signé un contrat avec les Expos pour le camp d'entraînement. Il avait joué l'année précédente avec les Mets de New York et malheureusement, Gene Mauch avait décidé de passer à d'autres choses. Ça avait été le cas avec Claude Raymond aussi. Faut le mentionner, Marc, dans le cas de Gene Mauch, voulait avoir le contrôle sur tout et je suis pas certain que d'avoir des Canadiens dans l'entourage, ça faisait son affaire. Tu sais, c'était la concession qui représentait le Canada au grand complet à ce moment-là, les Expos de Montréal. Puis, tu sais, Claude Raymond avait été libéré avant même le début du camp d'entraînement. Puis, dans le cas de Ron Taylor, peut-être qu'il lui en restait encore un peu, âgé de 35 ans. Donc, on l'avait libéré avant que la saison commence. Et par la suite, Ron Taylor s'est retrouvé dans le giron des Blue Jays de Toronto. Pas en uniforme, mais plutôt avec un stéthoscope. Donc, la carte que vous voyez, c'est la carte 234 de la série OPC Topps. C'est la dernière, évidemment, de la carrière de Ron Taylor. Le baseball, c'est plus qu'un divertissement. Après des mois d'inactivité, on veut bouger sur des terrains de balle. Rendez-vous au baseballquebec.com. Débranche tout et on va jouer dehors. Ce sera ton été de baseball. On va parler de littérature avec les livres de notre ami Bob Macduff. On vous invite à aller au www.baseballbob.ca pour vous initier à la lecture avec les livres Baseball Bob. Le 4e livre de cette série, c'est Baseball Bob et le chant des tournesols. C'est sorti récemment. On vous invite donc à vous le procurer. Et même ceux de la série, en fait, les livres précédents de cette série-là. Notre ami Bob Macduff qui est lié avec les Aigles de Trois-Rivières et évidemment le temple de la renommée du baseball à Trois-Rivières qui est situé à même le stade où évoluent les Aigles. On va porter notre dévolu encore sur un autre Canadien, Marc, qui a retenu ton attention, c'est Denzel Clark. Et tu vas nous en parler sur le plan baseball. Moi, je vais t'en parler sur le plan athlétique. C'est un gars de la région de Toronto. C'est le cousin des 2 frères Naylor. Mais Marc, son côté athlétique, ça se limite pas là. Sa mère, Donna Smelly, a été une heptathlonienne aux Jeux olympiques de 1984 à Los Angeles. Et il y a un de ses oncles, un de ses cousins, Gavin Smelly, qui a fait partie de l'équipe canadienne du 4 fois 100 mètres, qui aurait dû gagner la médaille de bronze. Je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, Jason Connerton, qui avait touché la ligne à peine, qui avait disqualifié l'équipe canadienne. Il y a un autre de ses oncles qui a joué dans la Ligue canadienne de football. Autrement dit, il arrive d'une famille où les qualités athlétiques sont indéniables. Et dans le cas de Denzel Clark, Marc, offensivement, on regarde ses statistiques, c'est pas très impressionnant. Mais au cours, Marc, il y a eu une séquence là, sur une semaine là,
il n'y avait pas une soirée, je pense qu'il n'y avait pas une attrapée spectaculaire qui n'était pas relevée là, par les salles de nouvelles sportives. Écoute, Alain, moi, je vais te lancer sur quelque chose dans quelques instants, mais c'est sûr que, bon, il frappe 204. On aimerait que la moyenne de présence sur les buts soit meilleure, évidemment, parce qu'il peut apporter une dimension vitesse. Mais le nombre de points qu'il empêche à l'adversaire avec des jeux de la sorte, c'est spectaculaire. Puis, il le fait d'ailleurs de façon spectaculaire. Et moi, ça m'amène à le petit débat qu'on pourrait avoir éventuellement, mais pourquoi on n'aurait pas donc un joueur défensif désigné? On amène un frappeur parce qu'on veut que ça frappe, mais pourquoi on n'a pas ces joueurs-là qui sont tellement bons avec le gant, qui n'ont peut-être pas l'aspect bon en attaque, mais qui pourraient, mettons, lui, là, il joue seulement en défense. Autrement dit, tu aurais 2 frappeurs de choix. Tu aurais le frappeur de choix qui, évidemment, pour le lanceur, et tu aurais un frappeur de choix pour un joueur en défense. Bon. Parce que, tu sais, il y en a des sacrés bons joueurs de balle en défense, des joueurs d'arrêt court, des joueurs de chanson, des joueurs extrêmement habiles avec le gant, mais parfois, le bâton ne suit pas. En tout cas, moi, c'est un débat qu'on pourrait se lancer, Alain, mais je trouve que ça serait une idée de fun de voir l'utilisation de ces gars-là. Moi, là, si tu achètes un billet pour aller voir un match, tu veux voir un chanson de même. Là. Tu veux voir. Écoute, c'est sûr qu'il va y avoir une séquence qui tu vas faire comme mais c'est quoi ce joueur-là? Donc, moi, en tout cas, ça m'a drôlement impressionné. C'était ma position, le chanson. J'ai vu ce qu'il a fait. C'est remarquable, en tout cas, de le voir courir au champ et à saisir des balles par-dessus des clôtures de la sorte. C'est un magicien. Oui. À la limite, Marc, si on pousse ton raisonnement jusqu'au bout, et on pourrait l'avoir ce débat-là, effectivement, mais on pourrait avoir une équipe désignée en défense puis une équipe désignée à l'attaque. Bon, écoute, ça serait peut-être pousser ça un petit peu loin, là, puis t'aurais, tu sais, ton payroll serait un petit peu trop élevé, là. Mais, tu sais, on parle, tu sais, lorsqu'un gars va au temps de la renommée ou on parle d'un joueur, on parle toujours de ses statistiques en attaque. Mais il y a 2 côtés à un joueur de baseball, un joueur de position, mais il faut qu'il attrape la balle, puis je trouve que c'est trop négligé. Là, on va parler de joueur d'arrêt court un peu, puis après ça, pas trop du reste. Alors que pourtant, tu sais, la fameuse statistique WAR, ben là, ça inclut ton jeu en défense, puis tu peux frapper bien des coups de circuit, produire bien des points, mais si tu es 0 en défense, ton WAR sera pas si bon que ça, finalement. Donc, je trouve que ça serait une façon aussi de valoriser le jeu en défense, de valoriser le gant, puis le jeune qui pousse, puis qui est capable, puis qui peut espérer, ben, il va avoir une place. Si tu en as au moins un par équipe, ben, ça veut dire que tu as 30 joueurs qui pourraient avoir cette place-là. En tout cas, écoute, c'est un petit débat qu'on pourrait lancer, mais je trouve que c'est pas fou. Surtout avoir un gars comme Denzel Clark se promener comme ça aux chansons. Oui, et effectivement, on pourrait en rediscuter de cette situation hypothétique, mais c'est comme j'ai déjà mentionné, ça équivaudrait effectivement à avoir un 2e frappeur désigné au baseball. Marc, avec les Angels vont pas si mal. C'est une équipe là, qui aura peut-être des décisions à prendre au cours de ce mois-ci, en fait, du mois de juillet. En fait, on joue un match en bas de 500, sauf qu'on a un différentiel qui est négatif. Est-ce que ça va durer? Toujours est-il que, dans le cas des Angels, Ron Washington ne complétera pas l'année, Marc. Je suis pas sûr qu'il va revenir comme gérant. Ron Washington, pas jeune, là, avec les Angels. Puis, est-ce que sa philosophie non plus, est-ce que... on a entendu des propos de sa part. Est-ce qu'il n'est pas rendu à un point où il y a de la difficulté à s'adapter à la façon de faire moderne? Bon, écoute, premièrement, qu'on soit d'accord ou non, là. Oui, écoute, premièrement, j'espère que, tu sais, parce que c'est pour des raisons de santé, là, que Washington ne terminera pas la saison. Donc, évidemment, on va souhaiter le meilleur dans le cas de Washington, qui est un gars de baseball incroyable. Je veux dire, ça fait plus de 50 ans qu'il est dans le baseball. Peut-être, Alain, tu sais, moi, j'haïs pas du tout sa façon de penser, mais avec le joueur moderne, ça colle peut-être un petit peu moins, effectivement. Mais je veux dire, je crois quand même qu'il était capable de gérer une équipe dans sa façon de parler, dans sa façon de communiquer. C'est vraiment un gars c'est un gars de terrain. C'est un player's manager, là, pour employer une expression là,
anglophone, mais qui indique bien un peu quel genre de gars qui était. Tu sais, puis tu gères avec les joueurs que tu as en place, hein. Je veux dire, tu peux pas faire toujours des miracles, là, mais ça peut aussi donner un petit élan aux Angels. Là. C'est quand même motivant parce que c'était tellement un gars proche de ses joueurs que là, ben, on se dit, écoute, il va pas bien, on va essayer d'en donner un petit peu plus puis aider l'organisation. Ça sera pas facile du côté des Angels là, si on veut bouger le contenu de cette situation-là, mais je suis content quand même de voir l'équipe jouer autour de 500. On n'a pas eu des années faciles, là, on va se dire, là, avec les Angels au cours des dernières années. Là. Mais c'est sûr, Alain, que l'aspect moderne du baseball, c'est pas tout le monde que ça va coller, mais tu sais, on pourrait avoir un autre débat, Alain, sur le fait que est-ce que c'est vraiment bon de tout aller du côté moderne puis de pas garder un petit peu à l'ancienne? Est-ce que c'est le côté hybride qui est bon? Bon, je veux dire, c'est l'éternelle question là, avec le joueur moderne, comment il se comporte comment. On n'en voit plus des gérants qui crient après les joueurs alors que, bon, on se rappelle dans les années 70-80, là, bon, alors ça, c'est parti, mais il y a d'autres côtés qui sont plus importants aujourd'hui pour le jeune joueur. Est-ce qu'on a réussi à s'adapter? Est-ce que les jeunes joueurs s'adaptent aussi à comment le baseball est enseigné ou géré? Donc, mais je pense que Washington était un peu l'exception à ce niveau-là et capable, d'après moi, de s'adapter. Puis, il était le fun d'entendre, Alain. Puis, un de ses derniers commentaires là, avant qu'il quitte là, pour... ben, c'est de dire, hey, je suis tanné de voir des balles frappées à 280 pieds du marbre. Tu sais, il a tellement raison. Parce que lui, ça serait le gars qui disait, hey, lui, le fameux launch angle, là, il n'était pas pour ça. Là. Frappe une balle solide au sol, teste la défense, assure-toi, mets une balle en jeu. Mais le ballon à 2,80, c'est le jeu le plus facile à faire dans le baseball. Oui, effectivement. Même s'il y a plus de chances qu'éventuellement elle fasse 350 et 450, même parce qu'une balle au sol, il n'y a aucune chance que ça traverse la clôture. Et ça, c'est le fameux débat, Marc, du baseball moderne et de la façon de voir de Ron Washington. Et finalement, on est en train de se préparer pas mal de débats. Là. Pas mal, effectivement. Marc, c'est un peu triste le décès de Dave Parker, lui qui devait être intronisé sous peu au temple de la renommée du baseball. Dave Parker, c'est une carrière en 2 temps, Marc. Avec les Pirates de Pittsburgh, c'est un gars, première des choses, originaire de Cincinnati. Les Pirates de Pittsburgh l'ont repêché 14e ronde en 1970, mais je peux te dire, il a joué contre des joueurs qui allaient jouer pour les Expos par la suite. Il a commencé sa carrière dans la Gulf Coast League. Et déjà, il était plus grand et plus gros que tout le monde, tu comprends? Impressionnant. Et il a gagné la Série mondiale avec les Pirates. Le leader incontestable, c'était Willie Stargell. Là. Mais Marc, je vais te raconter une anecdote. Alors que les Expos se battaient contre les Pirates en 79, les Pirates il n'y avait pas juste Dave Parker, il y avait une couple de gros bonhommes, dont Willie Stargell. Et quand arrivait la pratique au bâton des Pirates de Pittsburgh, Dave Parker, juste pour assumer sa présence, là avant d'aller frapper, il s'installait, puis là, trouvait que l'écran protecteur, là, et là, il le prenait, Marc, il le soulevait pour le placer à son goût. Là, tu parles la fameuse tortue, là, la fameuse tortue, là, qui... La grille protectrice derrière, là, le frappeur, là, lors de l'exercice au bâton. C'est pesant, cette affaire-là, Marc. Dave Parker prenait ça, le soulevait de terre, puis le plaçait à son goût, juste pour assumer sa présence au stade olympique. Tu sais, quand on dit le baseball, c'est pas un sport physique, il y a un petit quelque chose, puis Marc, on parlait d'Eric Skubal, t'as l'impression que quand il lance, qu'il veut te faire mal. Dave Parker, c'est cette présence-là qu'il voulait assumer. Malheureusement, sa carrière, je le disais en 2 temps, a été entrecoupée d'une baisse de production liée à ses problèmes de consommation. Il y a eu un scandale associé à la consommation de cocaïne chez les Pirates de Pittsburgh, alors qu'on s'est rendu compte à un moment donné que c'est la mascotte qui est impliquée chez les Pirates. Et par la suite, Marc, écoute, il a mené la Ligue nationale pour les points produits et est revenu chez lui avec Cincinnati. C'est là qu'il a refait sa carrière et a gagné une autre série mondiale avec les A's d'Oakland. C'était ni plus ni moins, Marc. C'était la sagesse que Willie Stargell a faite avec les Pirates en 79, mais Parker l'assumait avec Maguire, avec Canseco, avec toutes ces jeunes vedettes. Il y avait du vécu, il était capable de partager ça. Et en 89, les A's ont gagné cette série mondiale
Bon, c'était la série mondiale, évidemment, là, du tremblement de terre. Je ne sais pas s'il y a un lien à faire, Marc, mais il n'était pas là en 90 quand les A's se sont fait balayer par les Reds de Cincinnati. Puis j'ai lu des propos de Tony La Russa. C'est son plus grand regret de ne pas avoir vu, justement, que son équipe était trop confiante face aux Reds de Cincinnati. Est-ce qu'un Dave Parker aurait pu calmer les gars? Regarde, c'est pas utopique de penser qu'un Dave Parker aurait pu dire « Hey, oh, ça fait, là, on l'a rien gagné encore. » En tout cas, moi, je veux dire, j'ai vu le documentaire sur Dave Parker. Je me rappelle très bien de Dave Parker. Bras canon, là, soit dit en passant. Là, une des séquences célèbres, c'est au match d'étoiles lorsqu'il lance une prise à Gary Carter. Ça, c'est... Mais moi, là, le souvenir, Alain, c'est lorsque les Pirates décidaient de mettre leur uniforme jaune. Tout jaune. Ouais. Là, t'as des gars comme Stargell et Parker, là, c'était spécial quand même, là. Mais, et effectivement, tu sais, une présence extrêmement intimidante. Il a fait mal aux Expos, là, dans les grosses années où les Pirates étaient dans la même division que les Expos à cette époque-là. Mais et je trouve ça juste triste, là. Il était à quelques semaines à peine, là, parce que c'est ce qu'il voulait, Alain. Il voulait être là à Cooperstown, aller devant la foule, devant le micro, saluer tout le monde. Il n'aura pas eu l'occasion de le faire. C'est un petit peu injuste, tout ça, mais... on va quand même se rappeler de Dave Parker à la fin du mois de juillet à Cooperstown. On va l'honorer, évidemment, comme il se doit. Très belle carrière. Voilà, ça, c'est un genre de joueur qui a laissé personne indifférent là, lorsqu'il était sur un terrain de baseball. Oui, Dave Parker, donc, qui malheureusement, ce sera de façon posthume qu'il sera honoré au Temple de la Renommée. Cette semaine, on vous présente 3 matchs à RDS. L'horaire des matchs de la semaine est une présentation de Lester. C'est le maître du smoke meat et des hot dogs depuis 1931. Un match, une rencontre entre amis, un barbecue, festin en famille. Lester est toujours au rendez-vous, disponible chez votre épicier préféré. Ce lundi, 18h30, le match qu'on vous propose entre les Phillies de Philadelphie et les Padres de San Diego. Pas impossible de penser que ces deux équipes-là pourraient se rencontrer en série d'après-saison. Mercredi, on verra les Reds de Cincinnati qui vont bien. L'équipe qui a beaucoup de talent contre les Red Sox de Boston. Une boîte à surprise. Match qui vous sera présenté à 19h. Et dimanche, notez bien l'heure, là, c'est bel et bien à 21h. Vous aurez le temps de souper bien tranquille avant de vous installer avec nous. 21h, donc, on verra les Padres à nouveau contre les intrigants Rangers du Texas. Qu'est-ce qu'on va nous présenter chez les Rangers, Marc? C'est un peu à l'image des Red Sox de Boston, cette équipe-là. On ne sait pas trop ce qu'on va nous présenter. Marcus Semien, qui semble ça a été réveillé de ce côté-là, mais il ne fera pas premier, il fera 4e derrière Corey Seager. Donc, c'est les 3 matchs présentés à RDS. Donc, 18h30 ce lundi, 19h mercredi et 21h dimanche. Évidemment, au cours des 4 prochaines semaines, principalement du mois de juillet, on va suivre ce qui va arriver sur le marché des transactions et on sera à l'affût. On se donne rendez-vous lundi prochain. D'ici là, bon baseball tout le monde. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de Match à Boucherville et au Saguenay, fiers partenaires de votre passion, et par les capitales de Québec. C'est plus qu'accessible, c'est plus que du baseball.